Salut et bienvenue pour cette compile de shorts What's Up Bro 2024. Et pour commencer, je vous propose un petit jeu. Vous voyez ce poster que j'ai créé pour l'occasion? Eh bien, chacun de ces items représente un short qui est sorti en 2024. Il y en a un petit peu de 2023 aussi, voilà, j'en avais pas fait beaucoup en 2023, j'ai commencé à l'automne. J'ai fait un bundle pack. Mais donc, saurez-vous trouver l'intrus? Je vous donne la réponse plus tard dans la vidéo. La drague. À l'origine, c'est le nom d'un filet pour pêcher à la traîne. Donc en gros, draguer, c'est quand tu laisses traîner un appât derrière ton bateau. Ça vient de l'anglais to drag, qui signifie traîner quelque chose. Alors oui, tout de suite, l'idée de draguer sonne un petit peu différemment. Eh, mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je pars draguer. Dans Sonic, lui, il s'appelle Knuckles. Alors déjà, on prononce pas le K, hein. Et puis surtout, Knuckles en anglais, ça veut dire phalange. Pas étonnant donc qu'il se serve autant de ses poings et des pics qui les ponctuent. Dans Malcolm, saison 3, épisode 17, Dewey récupère un chien errant. Et ce chien, il l'appelle Monte Cristo. Et oui, tout simplement parce qu'il s'en sert pour se venger de ses frères. Un clin d'œil évident au roman. Mais, en anglais, son nom, c'est Marshmallow. Donc, rien à voir. Cet homme n'est pas qui vous croyez. C'est Bob. Ah bah, je vous avais prévenu, hein. Il y a des portes minuscules au Capitole à Washington. Non, ça n'est pas pour accueillir les nombreuses délégations de lutins, mais ces portes abritent en réalité de la plomberie, initialement destinée à servir en cas d'incendie. Le canard Cancan, le moineau Pépi et le chameau Blatter. Ça y est, j'ai enfin trouvé le One Piece. Bien joué, mon garçon. J'ai cru que je le retrouverais jamais. Impossible de me souvenir où je l'avais foutu. Alors j'ai demandé un petit coup de main, c'est tout. Au passage, t'aurais pas vu les piles de la télécommande? Elles sont quelque part dans le canapé. Trouve-les. Mario n'a pas toujours eu le rôle du héros. Eh non, c'est lui l'antagoniste dans Donkey Kong Jr. en 1982. Là, vous n'incarnez pas Mario, mais le fils de Donkey Kong. Et vous tentez de sauver ce dernier, tandis que Mario, lui, c'est plutôt le braconnier qui fait tout pour tenter de vous éliminer. Oui, hein, Mario, c'est clairement le méchant. La cage, le fouet, tout y est. Alors, je le précise pour Google, mais lui, là, qui apparaît quand on tape Eiichiro Oda, c'est-à-dire le créateur de One Piece dans la barre de recherche, c'est pas Eiichiro Oda, c'est Eiji Aonuma, l'une des têtes d'affiche de Nintendo. Oups! Dans la série Gotham, dans la saison 1, Edward Nygma, le Sphinx, l'homme mystère, est amoureux de Kristen Kringle. Mais saviez-vous que son nom est une allusion au Père Noël? Et oui, Kris Kringle, c'est un des nombreux surnoms de ce barbu hivernal. Et si vous vous demandez pourquoi, eh bien, j'ai fait une vidéo qui répond à vos questions. Dans Hunger Games, le pays s'appelle Panem. C'est une des nombreuses références à l'Empire romain. Ici, notamment, à son goût pour le divertissement et les jeux du cirque. En effet, l'expression latine Panem et circenses, forgée par l'auteur antique Juvénal, visait à dénoncer la tendance de l'Empire à ne vouloir que du pain et des jeux. Au fil du temps, l'expression en est venue à désigner un principe politique. Pour que les gens ne se révoltent pas, donnez-leur du pain et des jeux. Et Panem n'a visiblement retenu que la moitié de la leçon. Dans les Simpsons, les noms des Flanders ne sont pas choisis au hasard. On a Maud, Rod et Todd qui sont chacun une allusion à Dieu. Or, les Flanders sont très croyants. Bah oui, écoutez ça, en anglais ça donne Maud, Rod, Todd and God. Oakley dokley. Moi j'ai fait allemand LV1, et du coup j'étais convaincu que la Casa des Papel, c'était ça. Salut, moi c'est Papel. Bienvenue à Mikasa. La littérature est partout, même chez Starbucks. Oui, car le nom Starbucks est une référence directe au roman Moby Dick. En effet, Starbucks, c'est le nom d'un des officiers du baleinier qui chasse Moby Dick. Dans One Piece, pourquoi l'île du génie Vegapunk s'appelle-t-elle Egghead? C'est parce que le mot Egghead en anglais ne signifie pas simplement tête d'œuf. C'est surtout devenu le surnom pas vraiment gentil donné aux intellos. C'est d'ailleurs pour ça que Robotnik dans Sonic est surnommé Eggman, et c'est pas seulement parce qu'il a la forme d'un œuf. Une erreur de traduction dans les Simpsons? Ouais, parfois l'adaptation des Simpsons fait des boulettes, comme celle de l'épisode 1 de la saison 28, Souvenirs d'enfance. Et oui, à la fin, Tahiti Mel s'exclame « Oh, pour un meurtre de corbeaux qui m'ont arraché les yeux !» Et si vous pensez que ça n'a aucun sens, vous avez raison. L'original dit « Oh, for the murder of crows to pluck out mine eyes !» Hélas, la traduction semble faire un petit contresens parce qu'elle prend l'expression « a murder of crows » au pied de la lettre, et le traduit par « un meurtre de corbeaux ». Sauf que
que murder, ça a plusieurs sens en anglais. Ça peut faire référence à un meurtre, bien sûr, mais c'est aussi l'expression qui désigne une volée de corbeaux. Donc pas de meurtre là-dedans. Le kir a été inventé par un prêtre, plus précisément un chanoine, le chanoine Kir, qui a également été député maire de Dijon pendant 22 ans. Il préparait cette recette de vin blanc cassis depuis des années, avant de déposer le nom en 1952 à l'Institut national de la propriété industrielle. Le 5e Beatle, est-ce que vous le connaissez? Alors plusieurs personnes ont été surnommées de la sorte, leur manager, leur producteur, leur roadie ou assistant personnel, mais saviez-vous qu'il a existé officiellement 2 Beatles, aujourd'hui complètement oubliés du grand public? En effet, au début du groupe, le bassiste était Stuart Sutcliffe, mort en 1962. Quant au batteur, avant l'arrivée de Ringo Starr, il s'agissait de Pete Best. Et chacune de ces personnes a suffisamment influencé le groupe pour qu'on les surnomme le 5e Beatle. Les géoglyphes de Zelda Tears of the Kingdom s'inspirent des géoglyphes de Nazca, dans l'actuel Pérou. Ce sont de grandes figures tracées au sol et déchiffrables depuis le ciel, allant de 2-3 mètres à plus d'une centaine pour les plus effacées d'entre elles. Elles datent de la civilisation Nazca entre le 4e et le 9e siècle. Il y en a près de 800, et si certaines d'entre elles représentent des animaux, la plupart sont en fait de simples figures géométriques. Pour fêter les 1000 abonnés, une petite énigme. Je suis entre 999 et 1001, mais je ne suis pas 1000. Qui suis-je ? Vous savez peut-être qu'avant d'être un blockbuster et une franchise, Pirates des Caraïbes, c'était une attraction à Disneyland. Mais oui, c'est l'attraction qui a inspiré le film, et non pas l'inverse. Mais c'est pas le seul. En 2021, Jungle Cruise est devenu un film, alors que c'était une attraction Disney, elle-même inspirée d'un film, mais passons. Évidemment, même chose avec le Manoir Hanté en 2023, et c'est même pas la première adaptation de la célèbre attraction, parce qu'on avait déjà eu le Manoir Hanté et ses 999 fantômes en 2003. Et oui, je me souviens, je l'avais vu au ciné celui-là. Mais plus surprenant, le film Mission to Mars s'inspire lui aussi d'une attraction qui porte déjà ce nom. Quant au film À la poursuite de demain, il s'inspire carrément de Tomorrowland, une section entière des parcs Disney. Dans Zootopie, la mère adjointe s'appelle Bellwether, et c'est une allusion au Bellwether. Vous savez, c'est ce mouton auquel les bergers accrochent la cloche pour retrouver facilement le troupeau. Bell en anglais ça veut dire cloche, et weather, c'est comme ça qu'on appelle un certain type de mouton, disons. Petite énigme, qu'est-ce que la contrainte du prisonnier? Petit indice, c'est un jeu littéraire. Dans ce jeu, le mot sac est accepté, mais pas le mot banane, ni iceberg, ni patin. Alors, vous trouvez? Allez, deuxième indice, le mot le plus long avec cette contrainte, c'est le mot reconcurrenceront. On le dit pas tous les jours celui-là, mais ça marche. Allez, je vous laisse avec quelques exemples, je vous laisse chercher, je vous donne la réponse demain dans une autre vidéo, et elle apparaîtra aussi dans la description de celle-ci. Je vous ai parlé hier de la contrainte du prisonnier, et vous vous demandez peut-être encore la réponse à l'énigme. Eh bien, c'est un lipogramme, c'est-à-dire un texte où on évite soigneusement d'écrire une lettre de l'alphabet. Comme par exemple, je vais écrire tout un roman sans la lettre E, alors que c'est la lettre la plus récurrente de la langue française. Eh bien, la contrainte du prisonnier, c'est comme un super lipogramme, où en fait, toute une série de lettres sont interdites. Quelles lettres? Les lettres à jambage. C'est-à-dire, comme dans un cahier, toutes les lettres qui dépassent de la ligne du dessus ou de la ligne du dessous. Donc pas de B, pas de P, et si on est vraiment exigeant, pas de I ni d'accent. Dans Désenchanté, est-ce que vous savez pourquoi Alva s'appelle comme ça? C'est clairement une référence à Thomas Edison, inventeur aujourd'hui controversé, mais longtemps surnommé le magicien de Menlo Park, la magie, tiens donc, et qu'on tient souvent pour l'inventeur de l'ampoule à incandescence, tiens donc. Et bah figurez-vous que son deuxième prénom, c'est Alva. Le meilleur pote de Sonic s'appelle Miles Prower. Oui, Tails c'est juste un surnom, dû au fait qu'il a 2 queues. Mais son nom est un jeu de mots. En effet, ça se prononce comme Miles Prower, l'équivalent anglais, disons, de km/h. Pourquoi le poisson Nemo s'appelle-t-il comme ça? Bon, déjà parce que c'est facile à mémoriser et à prononcer, c'est pas trop associé directement à une culture en particulier dans les mentalités. Nemo, ça veut dire plein de trucs dans plein de langues différentes, par exemple ça veut dire rectangle en coréen. Ensuite, ça fait écho à un autre personnage nautique, le capitaine Nemo de Jules Verne, qui est mondialement connu. Et enfin parce que Nemo, en latin, ça veut dire personne. Comprenez, cette aventure, elle peut arriver à n'importe qui, même à toi. Son père marin est donc à la recherche de personne. Et ça, c'est un clin d'œil au cyclope Polyphème dans l'Odyssée. Polyphème, qui t'a blessé? Personne. L'hippopotame est un cheval? C'est en tout cas ce que le préfixe hippo semble indiquer, non? Or, en grec ancien,
potamos signifiait le fleuve. L'hippopotame est donc le cheval du fleuve. Ceci n'est pas une orchidée. Non, c'est une menthe, un insecte donc, qui vit en Malaisie. Et si elle ressemble autant à une orchidée, c'est pas pour se protéger, car elle est insectivore et on s'est aperçu que ce mimétisme lui permettait d'attirer ses proies, abeilles, papillons et compagnie, qui viennent tenter de la butiner. Et fun fact, elle attire mieux les insectes venus la butiner que les orchidées elles-mêmes. Le nouveau film de Miyazaki sort aujourd'hui en France. Je ferai bientôt une vidéo dessus. Et si vous voulez découvrir plein de choses sur ses films précédents, j'ai un cycle de podcasts sur ses longs métrages. Le prochain sort bientôt, le lien est dans la description. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Un goujon, comme le poisson. Ça vient du gaulois gulbia, qui veut dire bec. Le village des limites, dans Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, cache un petit jeu de mots. C'est littéralement le village des limites, celui qui est au bout de la carte. C'est quoi ces mosaïques chelous qu'on trouve un peu partout? Ces œuvres sont la création de Invader, un artiste de rue et mosaïste français. Il pose la première en 1996, près de la place de la Bastille, sur le principe de l'invasion. C'est-à-dire que la plupart du temps, il dispose pas de l'autorisation pour mettre ses œuvres là où il a choisi de les installer. Genre sur le D du panneau Hollywood. Bien sûr, avec son côté pixel art, vous aurez reconnu la référence au jeu Space Invaders. L'artiste se définit comme un hacker de l'espace public, et maintenant ses œuvres sont vraiment partout. Il y a même une application qui vous permet de les traquer. Mais alors là, il va falloir vous armer de patience, parce qu'il y en a même sous l'eau, voire dans l'espace. Donc c'est pas gagné. Vous connaissez cette chanson de Johnny? C'est lui qui l'a chantée, mais c'est pas lui qui l'a écrite. La composition est de Pascal Obispo et de Pierre Giaconelli, et les paroles sont de Zazie. Et elle a eu seulement 3 heures pour écrire cette chanson pour le final de Johnny au Stade de France. Connaissez-vous les Razzie Awards? Ces récompenses attribuées aux pires performances du cinéma. Alors on en rediscutera, parce qu'il y a beaucoup à dire et à redire sur le sujet, mais saviez-vous que 3 présidents des États-Unis en ont été lauréats? Ronald Reagan, George W. Bush et même Donald Trump, qui en a reçu 3. Merci. Vous connaissez sûrement ce visage, soit parce que vous l'avez vu dans des films ou des parodies, ou peut-être parce que vous en avez vu une copie au parc Astérix. À l'origine, ce disque de marbre représente une divinité fluviale de la Rome antique. On le trouve dans une église à Rome, et son nom aujourd'hui, c'est la Bocca della Verità, c'est-à-dire la bouche de la vérité. Vous aviez deviné, bravo. La légende raconte qu'elle sert de détecteur de mensonges. Ainsi, on place sa main dans la bouche, et si on ment, mais en fait, à la base, c'était très certainement une plaque d'égout. Le chien Hachiko a vraiment existé. C'est lui là. C'était le chien de Hidesaburo Ueno, professeur à l'université impériale de Tokyo. Le chien venait tous les jours retrouver son maître à la gare de Shibuya après ses cours, et il a continué même après la mort de son maître. Et ce, pendant 10 ans. À tel point qu'un de ses élèves a même écrit un article à sa gloire dans le Asahi Shimbun. Et sa fidélité est devenue légendaire au point qu'on le surnomme Chuken, c'est-à-dire chien fidèle, et qu'on érige des statues en son honneur. Hachiko fut empaillé et il est désormais exposée au Musée national de la nature et des sciences à Tokyo. Quant à sa tombe, elle est juste au pied de celle de son maître. Stop! Il n'y a qu'un petit problème avec cette histoire telle qu'on la raconte tout le temps, c'est qu'elle oublie complètement Yaeko Sakano, la compagne de Ueno. Mais en plus, il a fallu attendre 2016 pour que ses cendres soient enterrées à côté de Ueno. Alors que le chien, ça faisait plus de 80 ans qu'il était enterré avec lui et que ça posait problème à personne. Vous connaissez la saga Blackwater? Eh bien son auteur, Michael McDowell, est aussi l'un des co-auteurs du scénario du premier film Beetlejuice. Une erreur dans God of War? La saga God of War raconte dans un premier temps l'ascension puis la revanche de Kratos sur l'Olympe. On est à l'époque d'une Grèce antique mythologique et c'est bien au panthéon grec qu'on a affaire. On croise bien Zeus, Héra ou encore Hadès et non pas leurs homologues romains Jupiter, Junon ou Pluton. Pourtant, on voit Kratos qui affronte Hercule. Mais alors que dans la mythologie grecque, ça devrait pas être Hercule, mais Héraclès. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est la même chose pour le Hercule de Disney. Pourquoi? Parce que Hercule, ça parle plus aux gens que Héraclès. C'est plus vendeur. Il y avait déjà des bikinis dans l'Antiquité. Bon, c'est un anachronisme parce que bikini, c'est une marque déposée en 1946, comme on l'a vu dans le short précédent, référencé juste ici. Mais le principe de ce maillot à 2 pièces existait déjà bien avant, comme l'atteste cette mosaïque trouvée dans une villa en Sicile. La pièce du haut s'appelle un fascia pectoralis, et le bas, un subligaculum. Excuse-moi, t'aurais pas vu mon bizarrement, ces noms-là ne sont pas restés.
Ah, les archipels, c'est tellement agréable. Surtout après un méga râteau. Savez-vous pourquoi ce personnage dans The Legend of Zelda The Wind Waker s'appelle Tetra? Mais ça vient du grec Tetra qui signifie 4. Mais c'est bizarre, dans le jeu tout tourne autour de la Triforce et du chiffre 3. Alors pourquoi est-ce que son nom ne signifie pas 3? Il existe différentes théories à ce sujet. Tout d'abord, ça pourrait faire référence à ce 4e triangle caché au milieu de la Triforce. Après tout, Eiji Aonuma lui-même a déclaré « Le tri dans Triforce signifie 3. Nous avons choisi ce nom parce qu'il représentait quelque chose de plus. » Les fans vont même jusqu'à dire qu'on devrait considérer l'existence d'une Tétraforce, mais ça, c'est pas vraiment canon dans le lore de Zelda. Mais Tetra pourrait également être une référence au tétraèdre, car si vous regardez bien le patron d'un tétraèdre, vous reconnaîtrez la Triforce. Est-ce que tu connais le festival de Cannes pour les chiens? Non, je vous jure que c'est pas une blague. Pourtant, ça s'appelle la Palme Dog. La Palme d'Or, c'est un prix indépendant remis pendant le festival de Cannes depuis 2001 pour la meilleure performance canine sur grand écran. Et en 2009, le prix a été attribué à un chien animé, Doug, le chien trop mignon du film Là-haut. Oh, merci beaucoup. Dans Hogwarts Legacy, le Gobblebabil, c'est-à-dire la langue des gobelins, tient une place importante. Mais il a un sens caché. En anglais, cette langue s'appelle le gobbledygook, et ça n'est pas un nom inventé par J.K. Rowling, mais un mot états-unien de 1944 qui désigne un jargon bureaucratique difficile à comprendre. Il vient du mot gobble, une onomatopée qui désigne le cri que font les dindons. Donc rien à voir avec les gobelins. Le drapeau des États-Unis a 50 étoiles, et chacune de ces étoiles représente un des 50 États. Quand il n'y avait que 13 États, il y avait 13 étoiles, puis 15, 20, et ainsi de suite jusqu'en 1960. Quant aux 13 lignes, elles représentent les 13 États fondateurs. La mère de Marge Simpson s'appelle Jacqueline Bouvier, exactement comme Jackie Kennedy avant qu'elle n'épouse le futur président des États-Unis. Ça veut dire quoi, un blockbuster? Oui, bon, c'est un film à gros budget qui cartonne, d'accord. Mais je veux dire, à la base, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un terme lié à la guerre, et plus particulièrement à la Seconde Guerre mondiale. Et ça n'a alors rien à voir avec les films, puisque ça désigne une bombe capable de détruire à elle seule tout un bloc, c'est-à-dire tout un pâté de maison. Cet engin, c'est un destructeur de blocs, un blockbuster. On peut être surpris que ça soit devenu un terme positif, mais après tout, ça serait pas la première fois. Il y a pas si longtemps, on disait encore d'un film à succès qu'il cassait la baraque. Alors bon. Rater le coche. Vous connaissez peut-être cette expression qui signifie manquer une occasion. Eh bien, à l'origine, le coche, c'est ça. C'est un véhicule hippomobile, c'est-à-dire tiré par des chevaux. Et le nom de son conducteur, vous le connaissez, puisque c'est le cocher. Rien à voir avec la coche, donc aussi appelée crochet, et dont on remplit les cases dans les checklists. Cuphead était déjà un très chouette jeu indépendant, mais son extension, ou DLC, est vraiment sympa. Mais savez-vous pourquoi elle s'appelle The Delicious Last Course? Déjà, c'est cohérent avec la nouvelle quête des personnages parce que ça signifie le dessert savoureux, mais en plus, les initiales de ce DLC forment justement le mot DLC. Quel est le seul mot de la langue française où la lettre X suit la lettre L? Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, ça y est, vous avez trouvé? Eh bien, c'est le pluriel du mot ail. O-A-U-L-X. Oui, c'est un vrai mot. Un ail, des os. Et si vous l'aviez pas trouvé, des os. Le Pepsi était conçu pour être un médicament. C'est une potion créée par un pharmacien en Caroline du Nord en 1867 qui était donc censée aider contre un ensemble de troubles de l'estomac et de la digestion qu'on appelle la dyspepsie. Donc on boit du Pepsi pour lutter contre la dyspepsie. Eh oui, ça vient de là. La livrée, c'est le nom qu'on donne à l'uniforme des domestiques. Mais donc, quand ils sont plus domestiques, ils sont libérés, délivrés. Le tout premier selfie photo au monde, avant même que ça ne s'appelle un selfie, c'est un de ces deux-là qui l'a fait. Oui d'accord, je triche un peu, c'est plutôt un autoportrait qu'un selfie, ok. Lui il s'appelle Robert Cornelius, il est états-unien, et en 1839, il se tient immobile devant son daguerréotype pendant 15 minutes, et d'après lui, bam, ça fait le premier autoportrait photo. Sauf qu'en 1839, à la même période, le français Hippolyte Bayard utilise son propre procédé pour faire son autoportrait. Et donc, comme pour le cinéma ou encore la photo, chacun des deux pays revendique la priorité de son invention. Mr. Lonely. Connaissez-vous l'histoire de cette chanson? Bobby Vinton l'écrit pendant son service militaire dans les années 50. Elle décrit un soldat qui est sur le front et qui rêve de pouvoir parler avec quelqu'un.
Elle sort pendant la guerre du Vietnam, et donc ça parle au public. Mais à la base, le label Epic Records refuse que Bobby Vinton interprète sa propre chanson, et décide de la confier à Buddy Greco qu'ils veulent transformer en superstar. Déçu toutefois par l'interprétation de ce dernier, le label finit par donner sa chance à Vinton, qui en fait le carton planétaire qu'on connaît. Un candidat aux élections US qui porte une botte sur la tête? Oui, lors des élections états-uniennes depuis plusieurs années, en dehors des têtes de liste, il y a un outsider qui brigue le poste et dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Son nom, c'est Vermin Supreme. Il s'est présenté aux primaires des différents partis au fil des ans, et parmi ses promesses électorales, il y a affirmé qu'il construirait une machine à remonter dans le temps et offrirait un poney à tous les citoyens. Dans Le Château dans le ciel, l'île volante s'appelle Laputa. Seul problème, vous aurez sans doute remarqué que ça sonne un petit peu comme une insulte dans certaines langues. Et oui, parce que le film de Miyazaki s'inscrit directement à la suite des aventures de Gulliver de Jonathan Swift. Dedans, Laputa, le château dans le ciel donc, est un pays tyrannique qui asservit le pays d'en bas à coups de menaces technologiques. Le pays d'en bas, c'est une métaphore de l'Irlande, et le château dans le ciel, une métaphore de l'Angleterre. Or, Swift, auteur irlandais, ne la portait pas vraiment dans son cœur, ce qui explique que, dans Le Château dans le ciel, l'île volante s'appelle Laputa. Dans Les Simpsons, à l'épisode 19 de la saison 21, Lisa tente de sauver une baleine qu'elle surnomme Bluella. Mais il y a un clin d'œil qui vous a peut-être échappé en français. En effet, Bluella, Bluella the Whale, c'est une allusion à Cruella, Cruella the Vil. Des chiens qui jouent au poker. Ce tableau, vous l'avez sans doute déjà vu parodié dans Les Simpsons, par exemple. Des chiens de toutes sortes fument, boivent et jouent aux cartes, jusque tard dans la nuit. Et oui, la pendule affiche 1 heure. On peut même imaginer que la nuit, quand on dort, les chiens se comportent comme nous. C'est amusant. Et oui, si le peintre Coolidge fait ici le choix de l'anthropomorphisme, ça n'est pas sans humour. D'ailleurs, cette œuvre de 1903 s'appelle Un ami dans le besoin. Mais pourquoi? Si vous regardez bien, ce bulldog français étire discrètement sa patte pour dépanner son copain dans le besoin, avec un as de trèfle. Évidemment, c'est un clin d'œil à plein d'autres tricheurs célèbres de la peinture, mais ce tableau fait partie d'une commande par la compagnie de publicité Brown et Bigelow, et il fait donc partie d'un calendrier publicitaire. Ah, elle est pas belle, ma salle de bain rutilante? Ouais, vous avez sans doute déjà vu 1000 fois des annonces pour des produits qui vous promettent des salles de bain rutilantes. Sauf que rutilant, ça veut dire rouge. En toute logique, ces produits devraient rendre votre salle de bain rouge. Bon, je taquine, aujourd'hui ça a pris le sens d'un objet ou d'une surface qui brille d'un vif éclat. Mais bon, rutilant, ça vient du latin rutilare, qui veut dire teindre en rouge. Vous voyez ces fantômes baraqués qu'on voit dans Luigi's Mansion 3? Eh bien, ce sont des fierabras. Ils s'inspirent des gros bras de Luigi's Mansion 2. En anglais, leur nom signifie marteau, en japonais c'est un mot valise qui signifie fantôme en colère, mais leur nom français fait directement référence à Fierabras, un chevalier légendaire de plus de 4 mètres qui apparaît dans plusieurs chansons de gestes au Moyen-Âge, c'est-à-dire le récit d'un exploit guerrier en vers, et auquel des œuvres comme Don Quichotte, par exemple, font souvent référence. Oui, la littérature est partout. Si, en vous levant le matin, vous vous êtes déjà cogné contre votre lit, bah quoi, ça arrive à des gens très bien, vous savez sûrement localiser votre tibia. Là, non. Eh bien, à l'époque classique, en latin, tibia, ça veut dire flûte. C'est après seulement, sous l'Empire, qu'on s'est mis à appeler cet os le tibia. Non, c'est pas là non plus. Ah, flûte! Les nuggets datent des années 1950 et sont une invention d'un professeur à l'université de Cornell, Robert C. Baker, qui n'a jamais déposé le brevet puisqu'il s'agit d'un travail académique et qui est donc passé à côté de plusieurs millions de dollars. Ce qui est un comble quand on sait que nugget, ça veut dire pépite et que c'est une allusion aux pépites d'or. Kamehameha! Vous connaissez sans doute cette célèbre technique de Dragon Ball, mais savez-vous ce qu'elle référence? Eh bien déjà, Kame signifie la tortue en japonais, en référence à Tortue Géniale, Kame Sennin dans l'original, qui est l'inventeur de cette technique. Et le suffixe ha, quant à lui, désigne une vague d'énergie. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Kamehameha, à la base, c'est un roi, c'est même le premier roi de Hawaï. Et c'est à lui que Akira Toriyama fait référence quand il écrit Kamehameha. Shakespeare n'a pas inventé Hamlet. Et non, on trouve déjà l'histoire d'Hamlet chez Saxo Grammaticus, un moine danois du XIIe siècle, donc 400 ans avant Shakespeare. Régicide, mariage, folie, feinte, tout Hamlet est déjà là, sauf le fameux spectre. Et même lui, on le retrouve dans des versions de Hamlet qui existaient avant Shakespeare. Barbenheimer
va vraiment devenir un film. J'ai bien vérifié parce que oui, on dirait une blague, mais non. Les studios Full Moon Features ont l'intention de reprendre le même qui a fait fusionner Barbie et Oppenheimer et d'en faire un film. Le studio est spécialisé dans les films de série B, comme The Ginger Dead Man, dans lequel un tueur en série est réincarné en pain d'épices. Bah pourquoi pas. Le scénario de ce Barbenheimer prévoit un groupe de poupées dirigé par la docteure Barbenheimer, qui fabrique une bombe atomique pour mettre fin au patriarcat. Oui. Alors je sais pas trop comment ça peut passer question droit. En tout cas, une chose est sûre, le Japon, lui, n'apprécie pas trop la blague. Ça y est, j'ai vu le Comte de Monte Cristo, et pas de spoiler, mais plusieurs choses. Est-ce que c'est une bonne adaptation? Bah perso, j'avais adoré le bouquin et je trouve que oui. Alors bien sûr, il n'y a pas tout, et il y a pas mal de choses qui ont changé, mais soyons sérieux, c'est nécessaire parce qu'on n'attend pas la même chose d'un film que d'un roman. Et ces choix d'adaptation, on aime ou on n'aime pas, mais ils sont intéressants. Est-ce que c'est beau? Franchement oui, la scène du naufrage notamment, elle est vraiment pas mal, les costumes sont ouf, dans l'ensemble ça joue vraiment très bien, avec un petit bémol quand même, mais est-ce que c'est un bon film? Ben globalement oui, et c'est même un très bon film français. Pourquoi le tapis rouge? Oui, j'aurais dû choisir un autre t-shirt. Eh bien, figurez-vous que dans les premiers documents qui parlent de tapis rouge, ils ont une fonction religieuse. En Phénicie, puis en Grèce, on couvre le sol d'étoffes pourpres. Et ça, on en a une trace au théâtre, dans Agamemnon d'Échille, en -458. En effet, la reine Clytemnestre ordonne que l'on couvre de pourpre le chemin que doit fouler son mari, le roi Agamemnon, qui rentre victorieux de la guerre de Troie. Et fun fact, même lui il trouve que le tapis rouge c'est un peu abusé et qu'il faudrait redescendre sur terre. Bon, je viens de dire quoi là? Vous êtes surpris, hein? Bah oui, c'est une compile, mais je peux vous glisser des petites surprises quand même de temps en temps, non? Et puis ça me permet de savoir qui regarde encore. Je vous ai à l'œil. Dans Tears of the Kingdom, les Élusis cachent plein de secrets rien que dans leur nom. Bon, vous le savez, Coltine vous demande de retrouver tous les Élusis cachés à travers la map. On pourrait donc d'abord penser que le mot Élusis est construit sur le verbe anglais to elude, qui signifie échapper à quelque chose, esquiver, comme le font si bien les Élusis. Mais il n'en est rien, car en anglais, leur nom c'est Bubble Frog, donc les grenouilles bulles. Non, leur nom français est une allusion au mystère d'Éleusis, un culte initiatique de la Grèce antique bourré de secrets et lié à l'idée d'une vie après la mort. Par ailleurs, leur nom japonais c'est Mayoi, or Mayoi signifie illusion, confusion, et dans le bouddhisme c'est un terme qui renvoie à une passion aveuglante, comme celle de Coltine qui veut devenir un Satori. Sauf que le mot Satori dans le bouddhisme encore, c'est la conscience de l'éveil. Et donc c'est pas dit qu'il y parvienne, parce que pour atteindre l'éveil, il a choisi la voie de l'illusion. D'où vient le symbole de la Triforce dans Zelda? Si vous avez déjà joué à Civilization 6, vous avez déjà un élément de réponse, ça vient du Japon. C'est un mon, c'est-à-dire un signe héraldique japonais utilisé par les différents clans comme signe de reconnaissance. C'est ce mon qu'utilise le clan Hojo, et on le retrouve un peu partout dans la ville de Kamakura, qui était la capitale du shogunat dirigé par cette famille de samouraïs. Ça y est, j'ai enfin trouvé le retourneur de temps. Avec lui, je peux remonter dans le temps et changer le cours de l'histoire. Génial! Et t'en as fait quoi? Je l'ai filé à une gamine de 4e. Les caméos, vous le savez, ce sont ces apparitions furtives comme Stan Lee dans les films de Marvel. Le mot vient des kamés. Non, pas cela. Les kamés, ce sont ces sortes de petits médaillons portraits qui cartonnent à partir du 15e siècle et qu'on appelle cameo en anglais. Bon, ça vient aussi du mot camailleux, mais on n'a pas le temps. Ensuite, en littérature, caméo vient désigner une courte scénette littéraire, une petite forme autosuffisante, comparable à un petit portrait qu'on tiendrait dans la poche. En 1920, chez les anglophones, ça devient quasi un figurant qui se détache un petit peu de la foule. En français, d'ailleurs, on appelle ça une silhouette, un peu comme celle qu'on retrouve sur les camés. Vous connaissez l'expression « mettre les points sur les i », mais justement, ça s'appelle comment le point sur le i? En français, on appelle ça un point suscrit ou un point en chef. Le chef signifiant ici la tête, parce que c'est tout simplement un point sur la tête du i. Mais alors, pourquoi on a mis ce point? Eh bien, au XIIe siècle, les moines copistes rajoutent un accent sur le i afin de bien le distinguer d'autres lettres, pour ne pas confondre deux i d'affilée avec un u, par exemple. Et ensuite, parce que c'est quand même vachement pratique, on finit par étendre le principe à tous les i et tous les j minuscules. Fin 15e siècle, avec l'imprimerie qui se répand partout en Europe, le très
trait sur le i devient plutôt un point dont l'usage se généralise. YouTube vient de m'écrire un mail pour me dire que mes vidéos avaient été likées plus de 15 000 fois, ce que je trouve juste ouf, donc merci beaucoup et à très bientôt. Au Québec, le film Beetlejuice s'appelle Bételgeuse. Pourtant, Beetlejuice ça veut dire jus de scarabée et Bételgeuse c'est une étoile. Alors pourquoi? Sûrement pour conserver une sonorité identique, avec quasiment les mêmes consonnes. Beetlejuice. Dans Malcolm, dans l'épisode Burning Man, il y a un easter egg qui fait tout de suite tilt chez les anglophones. Mais est-ce que vous l'avez vu? Eh oui, Loïs prépare des œufs verts à Al qui répond « J'aime pas les œufs verts » ou en anglais « I do not like green eggs and toast ». Une référence au livre Green Eggs and Ham du Dr Seuss, l'auteur du Lorax, de Horton ou encore du Grinch. Il faut savoir accepter l'échec. Moi j'accepte aussi les cartes bleues. Chèque, carte bleue. Savez-vous ce qui arrive à Tissot dans Hollow Knight? Dans ce super jeu indépendant que je vous conseille vivement, sauf si vous n'aimez pas les insectes, vous croisez plusieurs fois la route de Tissot. Et la dernière fois que vous le voyez, il se prépare à combattre au Colisée des Fous. La dernière fois? Vraiment? Eh bien, ne vous demandez plus où il est passé, car vous le retrouverez aux frontières du royaume. Vous savez, ces falaises du haut desquelles sont jetés les vaincus du Colisée? Eh bien, c'est lui, là. Cramoisi, c'est pas vert couleur moisie. C'est comme pour rutilant, c'est encore une autre manière de dire rouge. Ça vient de l'arabe al-kirmiz qui désigne le kermès ou plus largement la cochenille. Car c'est de cet insecte qu'on se servait pour produire cette jolie teinte rouge. Mais aussi pour obtenir d'autres teintes comme le carmin qui demande tout un autre mode de préparation. Et en fait, on s'en sert encore largement aujourd'hui. En 2005, rien qu'au Pérou, on produisait 200 tonnes de teinture de cochenille. Et je vais pas vous dire ce que ça sert à colorer encore aujourd'hui parce que vous êtes peut-être en train de manger. Pluto, le chien de Mickey, porte un nom plutôt étonnant. En effet, Pluto, en anglais, c'est le nom de Pluton, la planète qui venait juste d'être découverte en 1930. Oui, à l'époque, on appelait ça une planète. Mais il ne faut pas oublier qu'elle-même doit son nom à Pluton, le dieu des enfers dans la mythologie romaine. Ah bah je sais pas vous, mais moi, perso, je le verrai plus jamais de la même manière. Si vous êtes fan de One Piece et que vous regardez plein de théories sur l'œuvre fleuve de Eiichiro Oda, vous pratiquez sûrement l'onomastique sans le savoir. L'onomastique, c'est littéralement l'étude des noms propres. Par exemple, lui, c'est Eustace Captain Kidd, il s'appelle comme ça en référence au pirate William Kidd, surnommé lui aussi Captain, et pour le prénom, à Eustache le Moine, un autre pirate bien réel. Et oui, l'onomastique nous en apprend un peu sur le personnage sans tout nous révéler, parce que l'onomastique, c'est pas automatique. Dans l'univers de Kirby, le vaisseau de Meta Knight s'appelle le Halberd. Mais saviez-vous qu'en anglais, ce nom désignait la hallebarde? D'où vient l'expression les feux de la rampe? Ça vient du théâtre, à l'époque où on n'avait pas encore l'électricité et qu'il fallait donc s'éclairer à la bougie. On en mettait notamment dans cet appareil muni de réflecteurs qu'on appelait la rampe et qui servait à éclairer le visage des comédiens et des comédiennes. Les rampes, ça existe encore, elles sont à l'électricité maintenant et l'expression, elle a son équivalent contemporain, être sous les projecteurs. Des 3 entrées de la saga Luigi's Mansion, c'est vraiment la deuxième qui m'a le moins convaincu. Surtout parce que le jeu a un défaut qui aurait pu être sa qualité, il est tronçonné en épisodes. Ça pourrait être chouette si ça permettait juste de refaire un niveau au milieu du jeu sans avoir à tout refaire depuis le début. Mais en réalité, ça rend surtout le jeu hyper répétitif et pas vraiment lisible, ni vraiment cohérent d'ailleurs. Ça rend les quêtes annexes pénibles, et en plus, les effectuer ne vous apportera rien parce que, à la fin, le manoir de Luigi, le fameux, qui est censé donner son titre au jeu, n'apparaît même pas. Donc désolé le jeu, je voulais bien t'aimer et je suis fan de ta saga, mais tu m'as pas aidé sur ce coup-là. Les Doberman, c'est à lui qu'on les doit. Carl Friedrich Louis Doberman. Non, je vous jure que c'est pas une blague. Avant lui, ça n'existait pas, et les Doberman sont issus de plusieurs croisements de différents chiens vers 1890. Doberman, éleveur de chiens et préposé à la fourrière, cherchait des chiens capables de le protéger et le défendre dans son autre métier, collecteur des impôts. Le phénix de Dumbledore s'appelle Fumsec en français, mais en anglais, il s'appelle Fawkes. Alors nous, ce nom, il nous évoque pas grand-chose, mais Guy Fawkes, c'est le nom d'un conspirateur britannique très connu, qui a conspiré donc contre le roi Jacques Ier et contre le Parlement, et qui s'est fait attraper à l'issue de la conspiration des poudres. Le 5 novembre en Angleterre, on fête donc Guy Fawkes Day, et surtout Guy Fawkes Night, au cours de laquelle on brûle des effigies de Guy Fawkes dans un bûcher. Or, le phénix est justement censé pouvoir renaître des cendres de son bûcher. Ça y est, l'arc Elbaf dans One Piece, c'est imminent. D'ailleurs, Elbaf, c'est le mot fable à l'envers. Pas étonnant donc qu'on arrive à la fin de l'histoire,
Ces chapitres vont sûrement nous permettre de relire One Piece autrement depuis le début. Pourquoi elle me dit quelque chose, cette scène? Parce que tu l'as passé en casting et que t'as pas été pris. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes plus de 2000 abonnés et pour l'occasion, un petit fun fact Zelda. Savez-vous pourquoi le Lynel s'appelle comme ça? En japonais, il s'appelle Raineru et ça n'est pas un hasard s'il s'appelle Lionel en anglais. En effet, chez eux, Lynel, ça se prononce comme le prénom Lionel, Lionel, comme Lionel Richie par exemple. Et c'est normal, c'est parce que tous ces noms s'inspirent du lion, qui se dit lion en japonais et auquel le Lynel emprunte la crinière. Dans Hollow Knight, la ville du début s'appelle Dirtmouth. Mais savez-vous pourquoi? Non, c'est pas parce que dirt ça veut dire saleté et que mouth ça veut dire bouche. En fait, le suffixe mouth, parce que ça se prononce mouth et pas mouth, ça renvoie plutôt à l'embouchure d'une rivière. Bon, j'ai pas fini Hollow Knight, mais je suis pas sûr qu'il y ait une rivière à Dirtmouth. Par contre, le nom est un clin d'œil évident à la ville bien réelle de Dartmouth, dans le sud-est de l'Angleterre. Cet homme a été 4 fois président des États-Unis. Depuis le 22e amendement de la Constitution des États-Unis, le 21 mars 1947, le nombre de mandats à la présidence est limité à 2. Mais Franklin Delano Roosevelt a été élu 4 fois président, entre mars 1933 et avril 1945. Cependant, il n'est pas allé jusqu'au bout car il est mort dans les premiers mois de son 4e mandat. Les Yiga ne cessent de changer d'apparence. Je veux dire, si vous avez déjà joué au dernier Zelda sur Switch, vous savez que c'est tout le concept des Yiga. Ils se déguisent pour surprendre Link. Mais si, comme moi, vous êtes tombé sous les coups de ce Yiga en tout début de partie, oui, je suis nul et j'assume, eh bien, quand vous reprenez la partie juste après le game over, il a complètement changé d'apparence. Et ça va complètement changer votre journée, j'en suis sûr. Ce Pokémon de la première génération est appelé Canartichaut en français. Mais ça, on est d'accord, hein? C'est pas un artichaut. Et non, ça n'est pas non plus un poireau. C'est un negi. C'est un oignon japonais. C'est juste que l'équipe en charge des noms français aime bien faire des petites blagues ou créer des mots valises. Ils auraient pu en faire d'autres, hein, comme un matougrippal ou un lapintade. Dans Harry Potter tome 3, le professeur de défense contre les forces du mal est un loup-garou. Mais son nom aurait déjà pu nous l'apprendre. En effet, il s'appelle Lupin. Or, Lupin, ça vient du latin lupus, qui signifie le loup. Les chômeurs sont des feignasses. Faut tous les faire travailler. Bien, chef. Par contre, les entreprises, elles paient trop cher. Hein. Donc vous les laissez remplacer les employés par des robots et des IA. C'est clair? Donc vous voulez dire que d'ici 2030, on n'emploiera plus personne, mais que tout le monde aura du travail, c'est ça? La première édition du Festival de Cannes n'a jamais eu lieu. Et ouais, elle est censée s'ouvrir le 1er septembre 1939, mais il y a un petit imprévu, la Seconde Guerre mondiale. Et quand le festival s'ouvre enfin en 1946, les films de l'édition de 1939, comme Le Magicien d'Oz, ont passé leur tour. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la première édition du Festival de Cannes n'a jamais eu lieu. Dans One Piece, les deux gardes en chef du royaume d'Alabasta sont Shaka et Pell, clairement inspirés des divinités égyptiennes Anubis et Horus. Quant au nom Shaka, il vient assez clairement du chacal, mais alors pourquoi Pell? Eh bien Pell, le faucon pèlerin, tout simplement. On a vu que cramoisi, ça voulait dire rouge, et que rutilant, ça voulait aussi dire rouge. Alors vous me voyez peut-être un peu venir si je parle aujourd'hui du mot écarlate. Vous avez peut-être déjà vu des pubs pour la marque Eau Écarlate qui vous propose un blanc intense, et c'est peut-être ça qui induit les gens en erreur. Ou bien c'est parce que ça fait penser au mot éclat, éclatant, allez savoir. Après c'est sûr que quand on connaît Pokémon Écarlate, la servante écarlate, la lettre écarlate, ça aide à ne pas se tromper, mais ça n'empêche pas le site de Géo, par exemple, de faire l'erreur. Oui, je sais que je suis choqué par ça alors que l'article parle de requin démon, mais on va dire que c'est une déformation professionnelle. Le jour où l'élection US s'est jouée à 537 voix. En l'an 2000, George W. Bush a été élu à 537 voix près. En effet, en raison du système d'élection particulier aux USA, tout se jouait dans l'état de Floride, qui pouvait faire basculer les élections du côté du républicain Bush ou de son opposant démocrate Al Gore. Il y a eu recompte, contestation, intervention de la Cour suprême, mais au final, ce sont bien ces 537 voix qui ont fait basculer l'élection du côté de Bush. Non, le Père Noël n'est pas rouge à cause de Coca-Cola. Ça, c'est une légende. Et si vous voulez savoir pourquoi, eh bien j'ai fait tout un épisode de Bas les masques consacré à l'histoire du Père Noël. Aujourd'hui, je vais vous parler du canard aux tomates. Et aux pommes de terre.
Pas mal. Dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, on retrouve Babil qui a bien grandi des années après Breath of the Wild. Son nom vient tout simplement du mot français Babil qui désigne les gazouillis des petits-enfants. Devinette spéciale Halloween. Saurez-vous trouver le personnage mystère du prochain épisode de Bas les Masques? Sans doute le nom suisse le plus célèbre de la culture et de la pop culture, tout le monde le connaît mais on le confond avec quelqu'un d'autre. Sa famille semble frappée d'une terrible malédiction dont il est la cause et c'est un globe-trotteur qui trouve la mort au pôle Nord. Mais qui est-il? La toute première vidéo de YouTube, c'est Me at the Zoo, publiée le 23 avril 2005 par Jawed Karim, le cofondateur de YouTube. Elle dure pas plus de 20 secondes et c'est juste lui devant des éléphants au zoo de San Diego qui dit que les éléphants, ça a des longues trompes. Donc finalement, YouTube, ça a pas beaucoup changé. Hein. Monsieur Burns se marie, oui, et pas à n'importe qui, comme on peut le voir dans la saison 35 à l'épisode 4. Elle s'appelle Persephone O'Dare, et elle s'inspire très clairement de Elizabeth Holmes, la fondatrice de la tristement célèbre start-up Theranos. Comme elle abandonne ses études, elle a le même look col roulé, elle est censée avoir créé une technologie révolutionnaire qui va sauver l'humanité, et dont elle refuse curieusement de révéler le fonctionnement, et dans les deux cas, ça finit en procès. Pourquoi Cannes? En 1938, pour le prestigieux festival du cinéma français censé concurrencer la Mostra de Venise, on hésite encore entre deux villes, Cannes ou Biarritz. Pour obtenir le festival, les deux villes se concurrencent et surenchérissent, mais Cannes l'emporte en promettant entre autres la construction d'un palais sur mesure pour le festival, le futur palais Croisette. Mais au tout début, le responsable du projet avait envisagé Aix-les-Bains, le Touquet ou encore Vichy. Bon, aujourd'hui, le festival de Vichy, c'est pour les jeux de société. Krusty le clown est inspiré d'un clown qui a vraiment existé. Bozo le clown, qui a carrément eu droit à ses propres programmes télé, à un dessin animé, mais en plus, c'était également la mascotte du label Capitol Records. Et si ce short vous plaît et que vous faites partie des 10 000 spectateurs réguliers de la chaîne, si vous vous abonnez, c'est vraiment sympa. On continuera à parler des Simpsons, mais aussi de plein d'autres sujets de culture et de pop culture. Dans le meilleur filler de One Piece, on découvre la forteresse de Navarone. Mais est-ce que tu sais d'où vient le nom? Il est inspiré du film Les Canons de Navarone, inspiré du roman du même nom de Alistair MacLean, et dans lequel un commando tente de détruire les canons d'une forteresse tenue par les Allemands sur l'île fictive de Navarone. Si vous avez regardé Monstre Academy, vous avez aperçu ce professeur, mais vous n'avez peut-être pas remarqué qu'il s'agit d'une allusion au Muppet Show, et plus particulièrement au chef suédois. Et c'est pour ça qu'on m'a viré. Bien avant Batman et Superman, il y avait Loisel, l'une des toutes premières super-héroïnes. Créée par René Gouraud d'Ablancourt, le 18 juillet 1909, elle apparaît dans le supplément La Mode du Petit Journal, dans un feuilleton hebdomadaire. Et franchement, elle mériterait qu'on lui écrive une série Netflix. Elle a plein d'alias, c'est une orpheline recueillie par une mystérieuse société secrète, elle est hyper balèze au combat, super intelligente et devient une véritable femme oiseau grâce à sa tenue volante. Elle est à la pointe de la technologie. Quand elle vole de loin, on la prend pour un vampire. Bon, Batman, faut qu'on cause, parce que là, ça fait beaucoup de points communs quand même. Ouais, c'est vrai. Quel est le tout premier jeu publié par Nintendo? Et non, ça n'est pas un jeu vidéo, car Nintendo, avant de se spécialiser dans les consoles et les jeux vidéo, vendait des cartes à jouer, les Hanafuda. D'ailleurs, le tout nouveau musée Nintendo est installé dans une usine qui les fabriquait. Le prénom Margaret est un dérivé du nom Marguerite. Clermont-Ferrand, c'est ce qu'on appelle une simplification haplologique. Ouais, je sais, j'essaye d'atteindre le grand public avec des titres pareils. Avant, il y avait deux villes voisines, Clermont et Montferrand, et lorsque Louis XIII les réunit, ça donne Clermont-Montferrand. Et pour éviter cette répétition du son Mont au milieu, on a simplifié en supprimant l'un des deux. Le durian, alias le fruit qui pue, s'est fait connaître du grand public, notamment par Zelda Breath of the Wild. Mais savez-vous pourquoi il a disparu de sa suite, Tears of the Kingdom? Tout simplement parce que la récolte des durians se fait surtout entre juin et août, et que Tears of the Kingdom se passe au printemps. Ah, les biais cognitifs. Parfois, on perd sur les deux tableaux. Exemple, tu paies un café super cher, et en plus, il est imbuvable. Alors tu te dis, tant pis, au prix où je l'ai payé, je vais pas gaspiller. C'est dommage parce que non seulement t'as payé cher, mais en plus tu t'es rendu malade.
C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Et si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo qui en parle. Vous connaissez les barres Twix, mais saviez-vous que dans plein de pays, dont la France, jusqu'en 1991, elles s'appelaient Raider. Quant au nom Twix, eh bien c'est un mot valise pour Twin Sticks, les bâtons jumeaux. Le capitaine Kuro, à mon sens un des meilleurs méchants de One Piece, s'appelle comme ça parce que Kuro, en japonais, ça veut dire noir. Et justement, il est capitaine de l'équipage du chat noir, qui est souvent associé au mauvais présage. Mais difficile également de ne pas y voir un clin d'œil à Crow, qui veut dire corbeau en anglais, qui se prononce pareil en japonais, Kuro, et qui est également de mauvais augure. Eh bien, figurez-vous qu'un certain Robert Crow était un pirate certes méconnu, mais qui était au service du capitaine Bartholomew Roberts, qui était surnommé Black Bart, Black, noir, Kuro. Salut. J'avais envie de glisser des petits shorts bonus comme celui-ci, où je vous parle de la procrastination. Mais ça attendra demain. Ou mardi. Vous avez sans doute déjà entendu des gens se moquer de l'art contemporain. C'est facile, hein. Moi aussi je peux devenir un grand artiste, hein. Je prends une toile vide, je l'appelle carré blanc sur fond blanc, je la vends et je me fais des millions. C'est la même idée qu'on retrouve dans la célèbre pièce Art de Yasmina Reza. C'est juste une toile blanche. Non, c'est un monochrome blanc avec de fins liserés transversaux. Eh bien, le carré blanc sur fond blanc existe bel et bien. Mais bon, il ressemble à ça. De là à dire que c'est le premier monochrome de l'histoire, ça se discute. L'artiste Kazimir Malevich cherchait à atteindre le degré zéro de la peinture et voulait susciter une émotion pure. Donc en un sens, c'est gagné. Vous savez quoi? C'est le degré zéro de la peinture. Sauf qu'il l'a peinte en 1918, et donc c'est plus vraiment contemporain. Monte Cristo, c'est également le nom d'un sandwich. Ça vient des États-Unis où on le retrouvait également sous le nom de sandwich français. Alors perso, moi j'en ai jamais goûté, je savais même pas que ça existait, mais pourquoi pas, c'est un sandwich français. Et il a plein de variantes, mais ça ressemble à ça. Five Nights at Freddy's, vous connaissez? Cette série de jeux vidéo puis de films où il y a des animatroniques dans une pizzeria, eh bien elle est inspirée d'une chaîne de fast-food bien réelle et bien connue aux États-Unis. Chuck E. Cheese, qui proposait toutes sortes d'interactions avec des animatroniques justement. Mais tout récemment, la chaîne a annoncé qu'elle s'en débarrasserait définitivement. Mais à votre avis, est-ce que ça a un rapport avec Five Nights at Freddy's? Dans les Simpsons, le salon de coiffure que Marge fréquente s'appelle Curl Up and Die. C'est un jeu de mots assez malin dont le sens premier c'est friser et teindre, comme on le fait pour les cheveux, sauf qu'en anglais, curl up and die, avec un i, mot à mot, ça signifie recroqueville-toi et meurs. Mais rassurez-vous, c'est surtout une expression toute faite pour exprimer la honte, comme dans la phrase When I saw what happened, I wanted to curl up and die. Dans Lao, le chien s'appelle Doug, ou Dog dans l'original. Il s'appelle comme ça en raison de sa proximité avec le mot dog, qui veut dire chien. La ceinture noire n'est pas le meilleur grade du judo. Et non, vous allez me dire, n'importe quoi, tous les champions ils ont une ceinture noire. S'il y avait un grade au-dessus, ça se saurait. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Certes, pour les premiers grades appelés Q, il y a dans l'ordre les ceintures blanches, jaunes, oranges, vertes, bleues et marron. Mais à partir de la ceinture noire, on passe à un autre système de grades, les Dan. Pour les 5 premiers, on porte la ceinture noire, mais du 6e au 8e, on porte la ceinture rouge et blanche. Si vous les voyez pas en compétition internationale, c'est parce qu'il y a aussi une question d'âge. Et la ceinture est rouge pour les 9e et 10e Dan. Symboliquement, le 11e n'est attribué à personne, et le 12e est attribué à Jigoro Kano, le fondateur de la discipline. Et donc le plus haut titre, c'est une ceinture blanche à large bord, attribuée à lui seul, pour signifier que même le maître le plus accompli reste un apprenti. Pourquoi la ville de Batman s'appelle-t-elle Gotham City? Parce que c'est une allusion claire à New York, dont l'un des surnoms est Gotham depuis 1807. Donc c'est bien le comics qui s'inspire du surnom, et non pas l'inverse. Un jour je serai le meilleur dresseur. Oula! Ouais, on va dire demain. Les fruits de la passion, ça n'a rien à voir avec la passion, dans le sens de désir débridé. Non, c'est le nom donné à ces fruits par des missionnaires chrétiens au Brésil vers l'an 1700. Et c'était dans le but de convertir les habitants au christianisme. Le nom faisait référence à la passion, ce qui est dans la Bible le nom qui est donné à tous les événements qui ont lieu avant la mort de Jésus. Donc, non. Si vous avez l'habitude de jouer à des jeux Nintendo, vous êtes peut-être passé à côté de la désormais célèbre chanson de Totaka. Par exemple, dans Mario
Kart 8. Mais pourquoi c'est là? C'est un easter egg, bien sûr, mais voici son histoire. Kazumi Totaka est compositeur pour Nintendo. Il travaille pour la boîte depuis 1991. Et il veut se faire connaître, histoire qu'on sache que Koji Kondo n'est pas le seul compositeur de Nintendo. Et cette chanson, c'est en quelque sorte sa signature. Et il la cache un peu partout. Par exemple, vous l'entendrez si vous attendez 3 minutes sur le mode entraînement de Luigi's Mansion sur GameCube. Depuis, Totaka a composé la bande-son d'Animal Crossing et il aurait inspiré le personnage de Keke la Glisse, qui, dans la version originale, s'appelle Totakeke. Contrairement aux idées reçues, il y avait déjà des femmes peintres dans l'Antiquité, notamment Laïa de Sizi, qui était peintre, sculptrice et graveuse renommée vers −74. Connue notamment pour ses portraits, elle en a fait plus de 700, et même pour sa technique de l'autoportrait. Et à l'époque, il n'y avait pas la photo. Si aujourd'hui ses œuvres ont malheureusement disparu, on sait déjà que Pline l'Ancien a partiellement documenté son travail. Et au XVIIe siècle, elle devient à son tour un sujet de tableau. Dans Zelda Echoes of Wisdom, le général s'appelle Dex. Or, dextra en latin, ça veut dire droite, tandis que la ministre s'appelle Senes, ce qui fait clairement référence à la gauche. En latin, sinister, en italien, sinistra. En plus, dans son cas, c'est clairement une allusion à Sénèque, ou Seneca en latin, conseiller des empereurs de la Rome antique, et donc c'est la même allusion que pour Seneca dans Hunger Games. Siri, est-ce que tu m'écoutes? Non. Quel est le point commun entre Les Simpsons et Charlie et la chocolaterie? Les deux œuvres partagent un même compositeur, Danny Elfman. En effet, c'est lui qui a composé le générique des Simpsons, mais c'est aussi lui qu'on entend dans les chansons des Oompa Loompa qu'il a composé. Le Bikini était une marque déposée. C'est Louis Réard, un ancien technicien automobile qui tient la boutique de lingerie de sa mère, près des Folies Bergères, qui dépose la marque après la Seconde Guerre mondiale. Et non, c'est pas Bikini parce que Monokini c'est qu'une seule pièce et que Bikini c'est deux. Non, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. À l'origine, le nom s'inspire de l'atoll Bikini dans le Pacifique. Bikini étant un mot d'origine micronésienne qui signifiait apparemment le lieu des noix de coco. Mais c'est pas pour ça que Réard a choisi ce nom. Non, c'est un clin d'œil aux essais nucléaires qui venaient d'avoir lieu sur l'atoll Bikini. Ouais, c'est un choix publicitaire curieux. Ce personnage complètement random de One Piece dans l'arc Dressrosa témoigne du goût de l'auteur Eiichiro Oda pour les jeux de mots. Elle s'appelle Shinde Tamaruka, qui signifie littéralement « aucune chance que je meure ». C'est pour ça qu'en français son nom devient « I got to live », comme l'expression anglaise « I got to live », qu'on peut traduire ici par « je dois survivre ». Peut-être que vous aussi vous prononcez ces trois lettres etc. Mais on devrait dire etc. Oui, vous voyez pas forcément la différence, mais il y en a une, bon, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que c'est une expression qui vient du latin médiéval et caetera desunt. Je suis sûr que je le prononce vachement bien. Qui signifie et d'autres choses manquent. Ce qui revient à dire et tout le reste, et tout le tralala, etc. Pourquoi ça s'appelle une bucket list? Mais si, vous savez, ces listes-là de trucs qu'on veut accomplir tant qu'on est encore en vie. Bah, faut dire que c'est plus dur quand t'es mort, non? Mais c'est pas faux. Eh bien parce que, en anglais, pour dire mourir, on utilise entre autres une expression qui signifie donner un coup de pied dans le seau, ou en anglais, to kick the bucket, comme dans la chanson de Charlie Winston. Pourquoi ce personnage dans Zelda Twilight Princess s'appelle Macaon? Eh bien parce que c'est une grande fan d'insectes et que le macaon, c'est ça, un grand papillon qu'on appelle aussi le grand porte-queue. D'ailleurs, le nom japonais de ce personnage, c'est Ageha, qui désigne ce même papillon. Le titre de la série Mad Men cache un jeu de mots. Et oui, l'expression Mad Men renvoie au fou. Et vous remarquerez qu'il n'y a que un M qui la sépare de l'expression Ad Men, qui désigne les publicitaires. Dans Zelda Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, on trouve cette péninsule en forme de tourbillon qui s'appelle la péninsule d'Ourbillon, pour des raisons qui m'échappent. Mais saviez-vous qu'elle s'inspire d'un lieu bien réel? Oui, un lieu qui s'appelle Spiral Jetty et qui est en réalité une œuvre de land art, une œuvre d'art qui s'inscrit dans le paysage donc, et qui mesure 457 mètres de long. On la trouve dans l'Utah, près du Grand Lac Salé, et c'est une œuvre de Robert Smithson installée en avril 1970. En un tour de main, vous avez sans doute déjà entendu cette expression. Regardez, c'est même sur l'annonce d'IKEA pour ce canapé. Petit problème, c'est une erreur. En fait, l'expression c'est en un tourne-main, avec un N. Oui, c'est la même idée, hein, ça veut dire en aussi peu de temps qu'il n'en faut pour tourner la main. D'accord. Mais la précision c'est important. Wingardium Leviosa. Un petit peu plus vite que ça quand même. On a parlé des jeux vidéo et des films, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait également eu des livres Five Nights at Freddy's?
Silver Eyes, The Twisted Ones, Fourth Closet. Et ils ont également été adaptés en roman graphique. Dans Mille et une pattes, la chenille qui mange tout le temps s'appelle Heimlich, comme la manœuvre qu'on effectue lorsque quelqu'un s'étouffe. Les shérifs ne sont pas nommés, ils sont élus. Ça peut nous paraître un peu surprenant parce qu'en France, par exemple, on ne nous fait pas voter pour les forces de police. Mais oui, aux États-Unis, les shérifs sont élus et il y a encore des shérifs dans 48 États. Attention, il y en a aussi au Canada, mais eux, ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Garfield était un président. Si Jim Davis a appelé le célèbre chat comme ça, c'est en hommage à son grand-père, James Garfield Davis, lui-même nommé ainsi, en hommage au 20e président des États-Unis. Et ceci conclut notre séance ASMR avec des orties. À la demande générale, demain on fera les chardons. Abonnez-vous! Pourquoi la Palme d'Or? La première Palme d'Or à Cannes, c'est en 1955. Avant, on décernait le Grand Prix du Festival international du film. Mais le jury a fini par décider qu'on décernerait un prix qui soit plus emblématique. Cependant, rien à voir avec les lauriers de César, la palme, c'est pas le laurier. Non, la palme est tout simplement tirée des armes, c'est-à-dire le blason de la ville de Cannes. Le piment le plus piquant du monde, c'est lui, le Pepper X, créé par Ed Curry après un long processus de culture sélective de 10 ans. Et il arrache! Pour vous donner une idée, le Tabasco, c'est grand max 8000 sur l'échelle de Scoville, l'échelle des trucs qui piquent. Le Pepper X, lui, il dépasse les 2 millions. Vous connaissez l'expression « Ah, mais ça, c'est sa nouvelle marotte », signifiant sa nouvelle manie, sa nouvelle obsession. Eh bien, la marotte, à l'origine, c'est ça, un sceptre surmonté d'une tête grotesque. Et c'est le bâton que tient souvent dans les représentations le bouffon de la cour. Est-ce que vous avez déjà eu des scrupules? Eh bien, contre toute attente, il y a une histoire amusante à l'origine de ce mot, qui nous vient du latin. Ah, je vous avais prévenu que c'était pas intuitif. Le scrupule vient du latin scrupulus, c'est-à-dire ce petit caillou pointu qui se glisse dans votre sandale et qui vous gêne pour marcher. Et par glissement métaphorique, le scrupule, c'est cette inquiétude, ce remords qui ne vous laissera pas tranquille. Au 19e siècle, le scrupule, c'est encore une toute petite unité de mesure, et c'est pour ça qu'on dit que cette personne est scrupuleuse. Elle fait attention aux petits détails, petits comme les petits cailloux qui font chier. Nous, les comédiens et les comédiennes, on nous demande souvent des photos de plein pied. Sauf que c'est une triple erreur. Alors déjà, parce que ça prend un tiret, ensuite parce que l'expression n'a en fait rien à voir, parce que nous, ce qu'on nous demande, c'est des photos où on nous voit de la tête aux pieds, alors que l'expression de plein pied, bah, ça désigne le niveau d'un logement. Est-ce qu'il est au niveau du sol? Est-ce que les pièces sont au même niveau ou pas? Donc rien à voir. Mais enfin, parce que de plein pied, ça s'écrit avec un A, plein avec un A. Pourquoi? Parce que ça vient du latin planus, qui signifie plat, donc rien à voir avec le fait que ça soit le corps en plein. Si vous avez dépassé l'arc Shabaudi dans One Piece, vous avez déjà vu l'amiral Borsalino Kizaru. Kizaru signifie le singe jaune, et c'est une référence à la légende de Momotaro, qui est accompagné d'un chien, d'un singe et d'un faisan. Il porte parfois un chapeau, d'où son nom, car oui, le Borsalino c'est un chapeau, et c'est même une marque déposée. Quant à son physique, il est inspiré par l'acteur Kunie Tanaka, qui joue notamment dans le film Truck Yaro le rôle de Borsalino 2, qui est lui-même une référence au film Borsalino avec Alain Delon en 1970. La métacognition, c'est la capacité à évaluer sa propre pensée. Exemple, cette porte qui est là, je sais l'ouvrir, c'est facile. Mais par contre, ce labyrinthe, rien à faire, je n'arrive pas à m'en sortir. Bah oui, là, je sais que je ne sais pas. Je sais de quoi ma pensée est capable, je reconnais ses limites, je fais donc preuve de métacognition. Hashtag Socrate, je sais que je ne sais pas, tout ça, tout ça. Ça y est, j'ai fini Echoes of Wisdom. Mon avis, sans spoiler. Il est un peu court peut-être, c'est vrai, comparé à Tears of the Kingdom par exemple, mais c'est un jeu intéressant, au design très pipou, dans la lignée du remake de Link's Awakening. Le travail des couleurs est assez beau, et le gameplay est plutôt fun, alors que pour être honnête, j'étais dubitatif à la base. Petit bémol quand même, il est un peu facile, et j'ai presque honte d'avouer que j'ai eu 3 game over. Et à mon goût, le jeu nous aide un peu trop pour la bataille finale. Mais c'est intéressant que Zelda ait enfin son jeu, ça n'est pas qu'un swap de personnages et c'était pertinent de la faire intervenir. Et puis côté lore, c'est assez sympa aussi. Dans l'ensemble, c'est un bon jeu, et oui, je l'ai pensé. Dans les Simpsons, quel est le rapport entre Marge Simpson et la famille Wiggum? Vous savez?
Non? Eh bien, les deux s'inspirent de la même personne, Margaret Ruth Wiggum, qui n'est autre que la mère de Matt Groening, le créateur de la série. Marge, c'était son surnom, et Wiggum, ben, c'était son nom. Salut, Guignol, c'est le sujet de ma prochaine vidéo Ballet Masque. Et pour la première fois, What's Up Bro se déplace hors les murs, puisque le directeur du théâtre de marionnettes du Champ de Mars a eu la gentillesse de nous accueillir. Vous saurez tout sur Guignol et ses coulisses. Alors en attendant, profitez-en, il y a des représentations à 15h15 et 16h15 tous les mercredis, samedis et dimanches. Mais dépêchez-vous, parce qu'il va fermer ses portes le 31 mai pour les JO, et il devrait rouvrir le 1er octobre, si tout va bien. Vous connaissez la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston? Ben en fait c'est elle qui l'interprète, mais ce n'est pas elle qui l'a composée. C'est Dolly Parton, la star de la musique country. Celle qui a écrit et chanté le tube Jolene, Jolene. Et la première version c'est la sienne et ça sonnait comme ça. Je me refais les Simpsons en VF en ce moment et je détecte pas mal d'erreurs. Tenez, regardez, dans l'épisode 10 de la saison 9, Marge bosse pour une agence immobilière et elle y croise Gilles, qu'on voit souvent dans la série et qui galère sérieusement. Tout à coup, on apprend qu'un autre type, Nick, vient de vendre la maison Whitman. Alors son boss, qui vient pour le féliciter, s'exclame « Ouais, c'est pas mal, Gilles !» Sauf que Gilles, c'est lui. Et d'ailleurs, en anglais, il dit bien « Way to go, Nick !» et non pas Gilles. Usopp s'appelle Usopp parce que c'est un menteur et que Uso en japonais, ça veut tout simplement dire mensonge. Et oui, et c'est pour ça que dans les premières traductions de Glénat, il s'appelait Pipo. L'adversaire récurrent de Sonic le hérisson, c'est le docteur Robotnik. Mais savez-vous d'où vient son nom? Bien sûr, c'est une référence aux nombreux robots qu'il construit, mais surtout Robotnik en russe, slovaque et polonais, ça veut dire travailleur manuel. J'adore le personnage de Zot le Redoutable dans Hollow Knight. Mais saviez-vous que Team Cherry avait prévu de créer un charme intitulé le Zot Charm? D'habitude, les charmes vous donnent des pouvoirs, du style plus de vitesse, plus de portée, etc. Mais là, le Zot Charm devait juste faire mourir votre personnage en un seul coup. Tu sais ce que c'est la friandise préférée des vaches? Non. Le caramel mou. L'affiche du Comte de Monte Cristo reprend un tableau romantique célèbre dont je vous ai déjà parlé et que j'adore, Le voyageur contemplant une mer de nuages, de Caspar David Friedrich. Difficile de savoir si le personnage, dos tourné, est méditatif ou bien s'il défie le monde. Même canne, long manteau, sur des rochers, face aux nuages. Bref, je vous laisse un lien si vous voulez en savoir plus. Dans la série 10%, où chaque épisode est consacré à une star, tous les épisodes portent le prénom de la personne qui correspond. Isabelle tout court pour Isabelle Huppert, Jean tout court pour Jean Dujardin, etc. La seule exception, c'est Fabrice Lucchini, dont l'épisode s'appelle Fabrice Lucchini, avec le prénom et le nom. Les pâtes farfalle s'appellent comme ça parce que farfalle en italien, ça veut dire papillon. Formidable! Tiens, encore un mot qui a changé de sens. Parce que formidable, à la base, c'est tout l'inverse de ce que ça veut dire aujourd'hui. Ça vient d'un dérivé du mot latin formido qui désigne la peur, la terreur. Quelque chose de formidable, c'était donc quelque chose de redoutable, qui suscite l'effroi. Mais dès 1826, le mot désigne déjà quelque chose d'extraordinaire, de sensationnel. Et ça, c'est formidable. Dans Là-haut, l'une des musiques s'appelle Giving Months the Bird. Elle désigne le moment où Carl Fredricksen s'apprête à céder l'oiseau à Charles Muntz. Mais il y a un double sens. Car en anglais, to give someone the bird signifie faire un doigt d'honneur. Et c'est assez représentatif du changement d'opinion qu'opère Carl à l'égard de Muntz. Alors apparemment, un short, c'est une vidéo de 1 minute max. Mais si ça dure 2 minutes, c'est un Bermuda? Non, guignol ne s'appelle pas comme ça à cause de l'expression « faire le guignol ». En fait, c'est même tout l'inverse. On en parle très bientôt sur la plus grosse vidéo de la chaîne, dans laquelle on visitera les coulisses du guignol du Champ de Mars à Paris, qui vient tout juste de rouvrir. Le mot robot vient du théâtre. Il apparaît pour la première fois dans Rossum's Universal Robots, une pièce écrite par ce dramaturge tchèque. C'est un dérivatif du mot robota, qui signifie corvée, tandis que robe, en slave ancien, ça veut dire esclave. J'ai vu Le Garçon et le Héron, le dernier film de Miyazaki. Débrief rapide. C'est un peu paradoxal parce que à la fois ça ressemble pas aux autres Miyazaki et en même temps c'est un peu comme un concentré de toute son œuvre. Pour moi c'est typiquement le genre de film où tu comprends pas tout la première fois. Il y a beaucoup de symboles, de double lecture. C'est sombre, hein, même si on rit quelquefois, c'est globalement pas un film à voir avec les tout-petits, mais c'est un très bon film. Tu connais Pigalle à Paris? Le quartier, la place, le métro? Eh ben Pigalle, c'était un sculpteur. Ça, c'est de lui, mais il a aussi sculpté Voltaire tout nu. Parce que pourquoi pas.
La nouvelle IA de X, anciennement Twitter, s'appelle Grok. Mais attention, rien à voir avec Grok, le célèbre clown suisse du début du XXe siècle. Mais je vous en reparlerai une prochaine fois. Les poulpes ont 3 cœurs. 2 cœurs branchiaux, oui on dit branchiaux, responsables de la circulation du sang vers les branchies du poulpe, qui alimentent le sang en oxygène, et un cœur systémique qui reçoit le sang oxygéné et qui le fait circuler vers le reste du corps. Ceci n'est pas un Muppet, mais bien un animal. Mais pas que. C'est un crabe éponge du nom de Lamarckdronia beagle, et c'est une sorte de symbiose entre un crabe, une éponge et un truc franchement hilarant. Monte Cristo, avant d'être un film, avant d'être un roman, c'est une île qui existe bel et bien, au sud de l'île d'Elbe. Quand Dumas s'en est approché en bateau et qu'on lui a donné le nom de l'île, il savait qu'il venait de trouver le nom de son futur roman. Les Beatles, c'est un mot valise. Oui, le fameux groupe musical s'appelle comme ça parce que c'est une contraction du mot Beetle avec 2 E qui veut dire scarabée. Scarabée bourdonne, c'est la folie à London. Et beat avec un A cette fois qui veut dire battement et qui est censé faire écho à leur sens du rythme. Dans Spy X Family, la famille des protagonistes s'appelle les Forgers. Un choix qui n'est pas innocent, car chacun des membres de cette famille cache un grand secret, voire une identité secrète. Or, Forger, en anglais, ça signifie faussaire. Alors, vous avez trouvé la réponse pour le petit jeu? Bon, allez, je vous la donne. L'intrus, c'est lui. C'est Métamorphe. Ouais, d'accord. Je triche un peu parce que j'ai sorti un short sur lui, mais c'était en 2025. Je suis sûr que personne n'aura trouvé. Je suis un petit farceur. Bon, en tout cas, si vous vous êtes amusé à chercher, merci. C'est cool. J'espère que vous vous êtes amusé, quand même. Désolé. Mon navire est insubmersible. Oui, mais pourquoi il s'appelle le Mea? Parce que Mea coule pas. J'ai pas compris. Dans les Simpsons, en VF, on passe parfois à côté de blagues, comme lorsque Lisa, qui est plutôt démocrate, propose à sa nouvelle amie républicaine de jouer au Monopoly. Et oui, en français, celle-ci lui répond « Mon père a un Monopoly », alors que dans l'original, elle lui dit « Mon père a un monopole ». C'est pas vraiment la même chose. Je sais bien qu'en anglais c'est le même mot, et qu'en français il fallait avoir une voyelle étirée à la fin du mot, mais on passe à côté du cœur de l'épisode. Tout les oppose radicalement, mais elles seront quand même amies. Connaissez-vous le gros lard? Rien à voir avec le Groland. Le gros lard, ou Peasley, a plein d'autres noms, et c'est tout simplement le fruit d'une hybridation. Et pour simplifier, c'est ce que vous obtenez après la rencontre rapprochée entre un grizzly et un ours blanc, ou polar bear en anglais. Vous mélangez les mots grizzly et polar, et ça vous donne gros lard ou Peasley. L'île de Monte Cristo, c'est l'île de la deuxième chance. En effet, c'est elle qui offre à Edmond Dantès la possibilité de se venger. On apprend qu'il a failli régler une querelle avec Danglars, l'un des ennemis principaux du roman, avant même que l'histoire ne commence, sur l'île de Monte Cristo. Sous-entendu, il a laissé passer l'opportunité de régler ses comptes la première fois, il ne laissera pas passer la deuxième. Qu'est-ce qu'un apophthegme? C'est un peu comme des maximes énoncées par des penseurs de l'Antiquité grecque. Disons qu'en gros, ce sont des principes de vie, comme « connais-toi toi-même ». Dans Echoes of Wisdom, Zelda crée des copies nommées Echo. Mais c'est qui Echo et c'est quoi son histoire? Eh bien venez, on en parle dans cette vidéo. Un visage sur Mars? Je suis sûr que c'est un faux. Eh bien non, c'est un véritable cliché de la planète Mars pris par Viking 1 en 1976 et sur lequel on peut voir le fameux visage de Mars tel Han Solo figé dans la carbonite. Oh non, on n'avait dit pas de spoiler. Évidemment, c'est un phénomène de pareidolie. Pour simplifier, disons que votre cerveau a la tendance à chercher des visages un peu partout, même là où il n'y en a pas. De la même manière qu'il n'y a pas vraiment de visage sur la Lune, ou que là, ça, c'est pas un smiley patate. Là, il s'agit simplement d'un relief martien du nom de Cydonia Mensae. Le même relief pris avec une meilleure qualité d'image 25 ans plus tard, ça donne ça. Et on n'y voit plus vraiment de visage. Je me doutais bien que c'était pas pour de vrai. Moi aussi. Dans le fameux épisode USS Callister de la série Black Mirror, les deux fondateurs de la boîte s'appellent Robert Daly et James Walton. Et c'est une allusion au roman Frankenstein, une œuvre dont les thématiques sont curieusement proches de celles de l'épisode. À eux deux, ils forment Robert Walton, le narrateur du roman. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, car James Daly, c'était le nom d'un acteur qui a joué, entre autres, dans Star Trek. Petite énigme, pourrez-vous trouver un mot de la langue française qui, lorsqu'il est au pluriel, prend un S au milieu du mot? Alors, vous trouvez? Eh bien vous savez quoi? Vous avez 24 heures pour trouver la réponse qui apparaîtra dans le prochain short.
Dans le short précédent, je vous demandais de trouver un mot de la langue française qui prend un S au milieu du mot lorsqu'il est mis au pluriel. Alors, vous avez trouvé ? Oui? Non? Écoutez, c'est pas grave, de toute façon, c'est bonhomme qui devient bonhomme lorsqu'il est mis au pluriel, avec un S au milieu du mot. Et si vous en avez trouvé un autre, eh bien bravo, parce que même celui-là, c'est un apport personnel. Et oui, parce qu'il n'apparaît même pas sur la page des pluriels irréguliers sur Wikipédia. Savez-vous pourquoi on appelle ça un saxophone? Bon, pour le suffixe phone, c'est simple, c'est comme pour téléphone ou gramophone. Ça renvoie à un instrument de musique ou un appareil sonore. Et pour le radical sax, c'est tout simplement parce que le saxophone a été inventé par Adolphe Sax, le saxophone. Tu connais la blague du toréador? Non. Ah dommage, t'aurais adoré. Avant Jon Snow de la saga Game of Thrones, il y avait Jon Snow, le médecin et hygiéniste britannique, considéré comme le fondateur de l'épidémiologie. Vous connaissez peut-être le monument de la pompe de Broad Street à Londres? Eh bien, c'est en son hommage. Le comte de Monte Cristo, c'est Cristo sans le H, sauf en allemand. Ne me demandez pas pourquoi. Vous connaissez la marque de scooter Vespa, mais est-ce que vous saviez qu'en italien, ça veut dire guêpe? L'île Caput Draconis, c'est bien difficile à atteindre dans Tears of the Kingdom. C'est un petit peu le 6e dragon du jeu. D'ailleurs, son nom signifie en latin « la tête du dragon ». On a déjà parlé du sort terrible réservé à Tissault dans Hollow Knight. Mais est-ce que vous savez d'où vient son nom? Eh bien, c'est un clin d'œil à Tissault Spencer, un des contributeurs du jeu, via la plateforme Kickstarter. L'île de Monte Cristo, qui a inspiré le livre, est spéciale. Elle fait partie d'une réserve naturelle. On y trouve la Villa Reale, construite au 19e siècle par l'anglais George Watson Taylor, et qui abrite un petit musée d'histoire naturelle et des jardins botaniques. Mais pour la visiter, il faut un permis spécial, parce que les places sont limitées et qu'il faut attendre 3 ans. Vous le savez, le chat miaule, le chien aboie, mais la souris, que fait-elle? Eh bien, elle chicote. Le Dr House est complètement inspiré de Sherlock Holmes. Et oui, donc pas étonnant que lui aussi vive au 221B Baker Street. Le mot musée vient du grec muséum, c'est-à-dire le temple dédié aux muses, ces divinités des arts de la mythologie grecque. Le village des limites dans Tears of the Kingdom et Breath of the Wild cache un petit jeu de mots. C'est littéralement le village des limites, celui qui est au bout de la carte. Le maire Quimby dans Les Simpsons est clairement inspiré du président John Kennedy. Même accent bostonien, même frasque extra-conjugale, il fait souvent référence au célèbre discours Ich bin ein Berliner, et sa femme est également un clin d'œil à la femme du président, Jacqueline Kennedy. Dans The Good Place, Janet, c'est un peu celle qu'on appelle pour tout. T'as un problème? T'appelles Janet. Alors si son nom, Janet, sonne un peu comme le début du mot janitor, qui signifie concierge, eh ben c'est peut-être pas un hasard. Le festival de San Castellaneta dans Les Simpsons est une allusion évidente à Dan Castellaneta, la voix originale, entre autres, d'Homer Simpson. Bon et alors, mon cadeau d'anniversaire, c'est quoi? Ah, tu vas voir, je pense que ça va te plaire. Alors, attends. Et voilà! Les robots assistants de Robotnik s'appellent Orbot et Cubot. Et oui, Cubot est en forme de cube et Orbot en forme d'orbe. Tout simplement. Trump, le jeu de société, c'est pas une blague, ça existe vraiment. Et le but du jeu, c'est simple, c'est d'acheter et vendre des propriétés pour gagner de l'argent. Voilà, c'est tout pour la compile 2024, avec des petits bonus 2023. Merci pour cette très belle année. C'est ouf la progression de la chaîne en si peu de temps, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, c'est trop cool. Au moment où je vous parle, on a dépassé le 1 million de vues cumulées sur la chaîne, et c'est juste incroyable, donc merci. Et on espère vous retrouver pour la compile de l'année prochaine. Et en attendant, pour finir, je vous laisse avec le short qui me paraît le plus approprié pour conclure. J'ai toujours de bonnes raisons de commencer, mais je termine à tort.